L'Église catholique a célébré la fête des Toussaints aujourd'hui 3 novembre 2013. Cette tradition a été respectée à la paroisse Notre-Dame des Grâces de l'Université pédagogique nationale. Une délégation de journalistes membres du Conseil africain des médias a visité le chantier de la nouvelle ville Yala, dénommée capitale africaine en Guinée équatoriale. Antenne A, journal, Sylvie Fortuné, Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A. La chaîne de référence de ce journal sera consacrée à sa grande partie à la rétrospective de la semaine et vous suivrez 2 pages magazine à la fin de ce journal. La première sera consacrée à la remise de nouveaux bâtiments par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à la tête du gouvernement et la deuxième sera consacrée vous suivrez la construction d'une nouvelle ville dénommée la ville africaine de Yala en Guinée équatoriale, le pays de Théodore Nguema Obiang. Encore une fois, bonsoir. L'Église universelle catholique a célébré ce dimanche 3 novembre la fête de la Toussaint. Nos reporters Popol Ziakiaou et Ndaye Ilambwechi ont pris part à l'homélie à la paroisse Notre-Dame de la Grâce de l'Université pédagogique nationale. Suivez. La fête des Toussaints représente pour l'Église catholique l'expression de la foi chrétienne. Dans son homélie, les prêtres ont exhorté les fidèles à suivre les modèles des saints qui ont accepté de se sacrifier pour l'évangile et de mener une vie remplie d'amour de son prochain. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons refléter cette image-là pendant notre vie terrestre. Et les saints sont proposés à la famille des croyants comme des modèles de foi qu'on peut imiter. Parce que toute leur vie durant, on a retrouvé les signes et les traces de Jésus. C'est ainsi que les saints nous sont proposés par l'Église comme des modèles de foi à imiter parce qu'ils ont vécu sur cette même terre. Ils ont été travailleurs, ils ont été chefs, ils ont été subalternes, ils ont été même esclaves. D'autres ont même été des prisonniers. Mais en dépit de tout cela, ils sont restés fidèles à leur foi jusqu'à la fin. En ceci que, comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à devenir des saints, comme le Christ nous le demande. La préparation était liée au mois antérieur, le mois d'octobre, qui est le mois de la mission. Pendant que nous préparons à célébrer la fête de la mission, nous avons eu des enseignements et ces enseignements ont eu des projections sur la fête de Toussaint. L'Église recommande à la communauté chrétienne de Kinshasa et de la RDC d'imiter la voie du Christ. Et puis le lundi, au début de la semaine, l'actualité a été dominée par la reprise de quelques localités par les FRDC dans la province du Nord Kivu. Mais bien avant, nous vous proposons de suivre la réaction des acteurs politiques au regard du discours du chef de l'État prononcé devant les députés sénateurs réunis en congrès. C'est le lundi. Suivez. Selon les informations en notre possession, les rebelles demandent la cessation immédiate des hostilités et menacent de se retirer du processus de négociation de Kampala. Et ce, en rapport avec la prise de ces 2 villes stratégiques, en l'occurrence Kiwanja et Rutshuru, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce dernier, la prise de ces villes, véritable place forte du M23, a forcément le goût de la victoire. Un avis partagé par les députés nationaux de l'opposition Emery Okunji. Nous sommes de ceux qui pensent que la République doit se défendre. La République doit récupérer tous les territoires occupés par le Rwanda. Et lorsque l'on aura récupéré le territoire occupé par l'agresseur, on pourra se mettre autour d'une table. L'armée congolaise a affirmé avoir repris le contrôle de la base militaire stratégique de Rumangabo à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Pour rappel, sous la tutelle de la rébellion depuis sa création en 2012, le M23 s'était emparé de tout dans ces coins, à savoir l'administration de la ville et les taxes notamment.
Voilà une nouvelle qui met tout le monde d'accord. Après d'intenses combats entre les FARDC et le M23, le territoire des Rutshuru, jadis occupé par le rebelle près d'une année, est sous contrôle de l'armée régulière. Si les populations de l'Est se réjouissent, il en est de même à Kinshasa, la capitale. On est très contents, c'est juste pour dire que nous, notre délivrance ne viendra que de nous-mêmes. On est peuple congolais, on est un État indépendant. Même la victoire ne doit pas dépendre de l'extérieur. Les peuples congolais, nous avons bien apprécié ça. Nous devons continuer comme ça. Et pour le moment, moi je pense ici que tous nos militaires soient au fond. Ce que je souhaite est que de bonnes choses puissent se passer et que ça puisse continuer. Tout ira bien et la guerre va finir. Je les encourage. Courage aux FARDC pour sauver les Congos. Cette victoire de forces armées de la République démocratique du Congo réjouit le fils et fils du pays car ils aspirent à la paix. Il faut noter que le pourparler entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 sont suspendus depuis paix à Kampala, la capitale ougandaise. Le président sud-africain Jacob Zuma a été en visite de travail à Kinshasa le mardi. Nous vous proposons de suivre ce qu'a été sa visite. Après l'autre, l'armée congolaise reprend les positions occupées depuis plus d'une année par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'échec du dernier rendez-vous parlé de Kampala suspendu depuis le 10 octobre, les FARDC, appuyés par les éléments de la brigade d'intervention des Nations Unies, ont successivement repris le contrôle de Kibumba, Kiwanja et Rutshuru. Le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, a affirmé avoir mis en déroute les rebelles du M23. Lundi 28 octobre, après la reprise de Rumangabo, l'axe Goma-Kiwanja a été ouvert en vue de poursuivre la contre-offensive jusqu'à Bunangana, a-t-il ajouté. Pour Martin Kobler, il est temps de compléter la victoire sur le front par une solution politique. Autrement dit, le retour à la table de négociation à Kampala. Il invite à cet effet les deux parties à paraffer les 3 points restés dans les projets d'accord, à savoir l'amnistie, l'intégration des rebelles au sein des FARDC et l'avenir des chefs politiques du M23. La présence à l'hémicycle du président sud-africain Jacob Zuma, à en croire le président de l'Assemblée nationale Obeng Minaku, lors de la séance académique ce mardi 29 octobre 2013, symbolise la qualité des relations multisectorielles qui existent entre les deux États. En effet, le chef de l'État sud-africain arrive en République démocratique du Congo au moment où les forces armées de la République, appuyées par la brigade d'intervention de l'ONU, ont délogé les rebelles du M23 de tous ses principaux bastions. Voilà qui justifie la détermination de Jacob Zuma à restaurer la paix dans l'Est de la RDC. We need peace now. Entendez, nous voulons la paix maintenant, a-t-il renchéri avant de dénoncer l'ingérence des pays voisins de la RDC dans les conflits qui sévissent à l'Est. Enough is enough. Trop, c'est trop. Time for peace is now. Le temps pour la paix, c'est maintenant. And to those who challenge this for their own self-interest, le message que time was now up in maintenance. Bien avant, l'hôte de marque des parlementaires congolais a partagé l'expérience de son pays en matière des droits de l'homme. Selon lui, la Commission nationale des droits de l'homme demeure une institution importante dans la mesure où elle protège et promeut les droits de l'homme. C'est de cette façon qu'on pourra consolider la jeune démocratie en République démocratique du Congo, a-t-il précisé. Écho de la Cour pénale internationale, Paul Madidi, le chargé de communication de la CPI en RDC, nous a fait savoir que le procès Jean-Pierre Bemba a repris et que l'heure était à l'audition des derniers témoins. Mami Tambou nous en dit plus. Les juges au procès Jean-Pierre Bemba ont accordé à sa défense un délai supplémentaire pour terminer la présentation des témoignages dont la date limite des conclusions était prévue pour le 25 octobre 2013. Que les audiences sont reprises dans le procès Bemba. Il était d'ailleurs entendu qu'au 25 octobre, toutes les audiences en fait s'arrêtent, conformément donc à l'appel des juges
qui avait demandé que la défense de M. Bemba arrête la présentation de leurs moyens de défense au 25 octobre. La défense a introduit une requête qui est sous analyse maintenant du greffe et des juges. Pour l'instant donc, on écoute, on auditionne un des 4 derniers témoins que la défense a prévu de présenter. Les arrêts ou pauses constatés dans ces procès l'ont été suite à la difficulté rencontrée par la défense d'amener le témoin à des charges à la haie ou par vidéoconférence. Le président Joseph Kabila a encouragé les FARDC à aller de l'avant dans la reconquête des territoires pris par les rebelles du M23. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet au cours d'un discours. Suivez cette analyse. C'est le commandant suprême de forces armées de la RDC qui s'est adressé à ses troupes et à toute la nation mercredi. Joseph Kabila a loué la bravoure des FARDC vu leur comportement sur le champ de bataille. Sur un ton communitoire, le chef de l'État a sommé les forces négatives et autres groupes armés qui écument l'est du pays de désarmer. Même message aux groupes armés étrangers, FDLR, ELERA et ADF Nalou, à qui Joseph Kabila a demandé de quitter le territoire national, faute de quoi ils seront exposés au désarmement forcé. Le chef de l'État a aussi réitéré la détermination de la RDC à respecter ses engagements dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a saisi cette occasion pour exhorter le pays voisin à respecter leur tour les engagements pris afin de consolider la paix dans la sous-région. Initiateur de concertation nationale, le président Kabila en a appelé au patriotisme de chaque Congolais et Congolaise pour renforcer la cohésion nationale et sauvegarder la paix à laquelle aspire le peuple congolais. Il faut noter que dans l'espace de 50 jours, le chef de l'État a prononcé 4 discours à la hauteur d'importance capitale. Le 7 septembre à l'ouverture de concertation nationale, le 24 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 octobre devant le Congrès et celui du 30 octobre 2013. Le quartier Mafuta Kizola dans la commune de Massina est en proie à une érosion depuis une année. Si l'on y prend garde, cette partie de la capitale risque d'être emportée et ainsi disparaître de la carte géographique de Kinshasa. Suivez cela, c'était donc le vendredi. Nous sommes ici au quartier Mafuta Kizola dans la commune de Massina. Une nouvelle tête d'érosion a vu le jour avec les retours de la saison des pluies. Mais en un rien de temps, cette érosion a emporté plusieurs parcelles laissant leurs propriétaires dans le mois total. Comme à l'accoutumée, les victimes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ça fait au moins une année qu'on est menacé par l'érosion et alors ça nous crée vraiment beaucoup de problèmes. Alors on voit comme ça, c'est un risque pour la société. On a déjà perdu au moins 6 parcelles. Vraiment c'est difficile. Nous cherchons des voisins moyens pour résoudre la situation, mais vraiment ça ne tient pas. Alors nous voici à la fin. Les habitants de cette partie de la municipalité de Massina sollicitent l'attention du pouvoir public car, estiment-ils, seuls ils ne sauront pas faire face à cet épineux problème des érosions. Papi Katassi nous a fait savoir hier qu'après Bunagana, il faudra s'attendre bientôt à une nouvelle contre-offensive de forces armées de la République démocratique du Congo. Contacté par notre rédaction, plusieurs sources confirment déjà cet état de choses. L'armée congolaise a indiqué samedi que l'offensive contre les dernières bastions du M23 continuait dans l'est de la RDC, après le semblant d'accalmie de la veille. L'offensive continue. Nous n'avons pas arrêté, à déclarer à l'AFP le général Lucien Baouma,
commandant de la 8e région militaire qui couvre la province du Nord Kivu. Mise en déroute par l'offensive lancée le 25 octobre par les FARDC, le M23 ne contrôle plus depuis mercredi que quelques collines proches de son ancien fief politique de Bunagana, localité située à la frontière ougandaise à environ 80 km au nord de Goma. Le lieutenant-colonel Amoun Olivier, porte-parole de l'armée pour le Nord Kivu, avait indiqué vendredi que le gouvernement donnait une dernière chance à tous les combattants du M23 de se rendre et d'éviter une offensive finale. Les irréductibles du M23, dont le nombre est estimé entre 200 et 300 combattants, sont retranchés à près de 2000 mètres d'altitude sur les collines verdoyantes d'Mbunzi, Runyoni et Chanzu. La plus importante est celle de Chanzu, où selon un expert européen du Nord Kivu, les rebelles ont stocké d'importantes quantités d'armes depuis longtemps. Les combattants ne sont plus très nombreux, mais déterminés, a indiqué cet expert à l'AFP, et la tâche des FARDC se trouve compliquée par le fait que les dépôts d'armes et de munitions du M23 est juste à côté de l'hôpital. Selon un officier de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, les fortes pluies qui se sont abattues vendredi sous Bunagana et sa région ont retardé le processus d'assaut sous Chanzu. Mais il a affirmé que l'armée avait accéléré les positions du M23. Le Premier ministre a inauguré le nouveau bâtiment de la primature le mardi 29 octobre 2013. Matata Ponyo a voulu que cette architecture de la primature soit l'expression de la modernité et qu'elle la rappelle à jamais l'histoire de tous les premiers ministres qui vont y succéder au nom de la cohésion nationale. Suivez cette magazine que vous propose Jean-Louis Nyashikama. Voici la primature en mai 2012. Tout y est abandon et négligence, pour ne pas dire désordre et insalubrité. C'est loin d'être un cadre viable pour le travail. Dès ce tour du propriétaire, son nouveau locataire, Matata Ponyo, prend la mesure du travail de réhabilitation de construction de son cadre de travail. Très vite, pelleteuses, bulldozers et ouvriers se mettent en mouvement. Chaque coin et recoin de la primature est passé au peigne fin. L'œuvre de destruction-reconstruction est entamée. Tout est fait pour garder l'originalité des bureaux du Premier ministre au lieu historique. Son premier occupant n'est autre que Emery Patrice Lumumba. Le bâtiment réservé au protocole affecté à cette partie de la primature est réfectionné, modifié à l'intérieur et remis à neuf. De l'autre côté, des nouveaux bâtiments fleurissent au point de faire complètement oublier la configuration d'antan. Par cette réalisation, le Premier ministre entre dans l'histoire. En effet, plus que des paroles, ce sont des actes, plus que des discours, ce sont des œuvres. Et à propos de discours, voici comment le chef du gouvernement justifie cette réalisation. La révolution, la modernité signifie d'autre part la rupture avec certaines méthodes du passé. Il est tout à fait normal que les membres du cabinet du Premier ministre, conformément à cette volonté du chef de l'État d'offrir des conditions confortables à ceux qui travaillent pour l'État, se retrouvent dans des conditions acceptables. Ces bâtiments sont empreints d'histoire, seulement par leur nom. Et pour la mémoire de ceux qui ont travaillé pour ce pays, des anciens premiers ministres, non seulement chacun d'eux bénéficie d'un arbre centenaire dans les jardins des premiers ministres, mais il était important que certains d'entre eux puissent être immortalisés par leur nom à travers des bâtiments de la primature rénovés. Nous avons attribué les bâtiments à quelques premiers ministres, mais au nom de l'ensemble des premiers ministres. Nous voudrions donc, par ce symbole, adresser à toutes les familles des anciens premiers ministres que la République les reste reconnaissante. Le bâtiment Matata Ponyo Mapon, nom du restaurateur de la primature, a une capacité pour accueillir 23 personnes. Il y a aussi les bâtiments qui portent le nom du Premier ministre actuel, juste pour marquer la continuité. Le bâtiment qui accueille tout étranger ou visiteur à la primature se nomme Tshisekedi wa Mulumba, d'une superficie de 282,20 m² avec une capacité de 22 personnes. Le bâtiment Cyril Adoula qui accueille 9 personnes. Le Premier ministre Cyril Adoula
vous le savez tous. Vous le connaissez, il est très célèbre. Même s'il a exercé ses fonctions à des moments où certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Le bâtiment Vincent de Paul Lunda Boulou de 140 mètres réservé à 11 personnes. Le professeur Lunda Bouloulou, Premier ministre, à un moment très difficile. Vous connaissez son histoire. Un pont porte son nom. Les bureaux dédiés à Sambwa Pida Bangui accueillent 43 personnes sur une superficie de 524,8 mètres carrés. Ce bâtiment a une pièce dénommée salle de réunion Éméré Patrice Lumumba. Le Premier ministre Sambwa Pida Bangui fut aussi l'une des figures bien connues dédiées au travail de la République. Ancien gouverneur de la Banque centrale, mais aussi Premier ministre. Il y a un 6e bâtiment. Il est consacré à Gizenga et accueille 39 personnes pour une superficie de 409,80 mètres carrés. Antoine Gizenga Fungi, le patriarche. Il a fait ce qu'il pouvait faire en ses débuts de la Troisième République pour matérialiser la confiance que le chef de l'État plaçait à son endroit. C'est lui qui a commencé à cimenter aussi la cohésion nationale tant recherchée par le chef de l'État. Avec Tshisekedi Mulumba, originaire du centre du pays, Sambwa Pita Bangui et Cyril Adoura de la province d'Équateur, Matata Ponyo lui-même de l'Est envoie un message d'unité et de cohésion nationale. Il montre à suffisance que la plupart des provinces ont offert les meilleurs de leurs fils pour servir la RDC en tant que Premier ministre. Les bâtiments de la primature sont aujourd'hui un motif de fierté pour tous les Congolais. Bien des personnes qui ont travaillé dans les années auparavant ne peuvent plus s'y retrouver. La modernité de la primature s'exprime par un groupe électrogène de 630 kVA, par la fibre optique qui énerve les lieux. Le gouvernement équato-guinéen s'emploie à construire une nouvelle ville après Malabodos. Il s'agit de la ville d'Oyala, dénommée la capitale africaine. En séjour au pays de Théodore Obiang Nguema, une délégation de journalistes membres du Conseil africain de médias a visité le chantier de la nouvelle ville sous la conduite de ARG, l'entreprise qui exécute les travaux. La synthèse de cette page magazine vous est proposée par Solange Kwale-Pembele, Polydor Ngaziami et Ange Kassa. À 650 km de Malabo, capitale politique de la Guinée équatoriale, et à 250 km de Bata, deuxième ville et capitale économique du même pays, s'érige la ville d'Oyala, dénommée capitale africaine, car selon la vision du président Obiang Nguema, les investissements que fait le gouvernement équato-guinéen sont pour le continent africain et non seulement pour son peuple. La nouvelle ville est construite par l'entreprise ARG, une entreprise brésilienne implantée en Guinée équatoriale depuis 2006 et spécialisée dans la construction de routes et autoroutes. Le projet d'ARG ici, c'est pour faire des routes, pour travailler la ville, la ciudad, la capitale, et pour implanter aussi de l'agriculture et quelques travail biologiques pour la santé des animaux. De la population? De la population aussi. Nous avons des médecins, nous avons des dentistes et nous avons des laboratoires ici pour traiter la santé de la population. À l'occasion de son séjour sur la terre équato-guinéenne où elle est allée solliciter le siège pour le Conseil africain des médias auprès du président Obiang Nguema, du reste président d'honneur de cette association, une délégation d'une cinquantaine de journalistes de diverses nationalités a effectué une visite sur le chantier de la nouvelle ville sous la conduite de l'entreprise ARG. Mais avant la dite visite, les journalistes venus précisément de la République démocratique du Congo, de la République sœur du Congo, du Rwanda, du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et des îles Comores ont visité le site de ARG
dont le slogan est « Nous construisons le futur avec qualité ». Sur les lieux, ils ont suivi tout d'abord une projection sur les réalisations de cette entreprise. Une fois édifiés sur les réalisations de l'entreprise ARG, les journalistes ont été conduits par bus sur les sites de construction de Oyala, la capitale africaine. Le projet de construction d'Oyala a démarré en 2009. La construction de cette nouvelle ville intervient après celle de Malabo-Dos et s'inscrit dans la droite ligne de la politique visionnaire du président Obiang Nguema. Oyala est en train de prendre forme en pleine forêt équatoriale. Le projet de sa construction a tenu compte de l'impact environnemental des travaux. Le chantier est vaste et il y a beaucoup à faire. L'espace est en plein aménagement. La première tâche pour l'entreprise brésilienne est celle de s'attaquer à la construction des routes, la canalisation des eaux et l'installation de l'électricité. Normes urbanistiques obligent. Et ici, 200 km de routes et autoroutes doivent être construits. En passant, l'on voit déjà se pointer quelques immeubles, ce qui suggère aux esprits curieux l'image de ce que va être la nouvelle ville. Sur le site doivent entre autres être érigés l'université et l'hôtel d'Oyala. Fin de la visite du grand chantier d'Oyala, retour au site de l'entreprise ARG, cette fois pour visiter la salle de formation qu'elle a aménagée pour ses agents. Car la manipulation des engins exige la maîtrise de leur fonctionnement avant le contact. Ça, c'est un peu le vécu. Pour voir l'intérieur des machines et pour voir l'extérieur aussi. Pourquoi? Afin que les postulants puissent déjà vivre une première partie d'expérience. Sans passer dans ces étapes-là, on ne peut pas permettre que le postulant puisse déjà atteindre la machine. Parce que c'est déjà un contact, il voit déjà comment manipuler. L'occasion aussi pour les hôtes de ARG de visiter sa clinique mobile qui bénéficie aussi aux personnes vivant en dehors du site. Il faut souligner, au regard de ces travaux, que c'est grâce à la volonté politique du président Teodoro Obiang Nguema Barsogo que la Guinée équatoriale se construit. Aujourd'hui, la population de ce pays bénéficie gratuitement de certains services publics grâce à la dite politique. Grâce au président Obiang Nguema Barsogo, la Guinée aujourd'hui, c'est qu'elle est. On ne connaissait pas ces pays-là. Et vous voyez, c'est un homme. Comme je l'ai dit à quelqu'un, si on peut faire, si je peux découvrir un traitement pour rendre quelqu'un mortel, je peux le faire parce qu'il a beaucoup travaillé. Vous voyez des routes, vous voyez des immeubles, vous voyez tout, partout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un pays qui est prospère. L'eau, l'électricité, tout ça. Nous avons ça ici cadeau. Par ailleurs, des travaux sont exécutés dans tous les coins du pays, ce qui présage une image moderne d'un espace africain dont les dirigeants refusent toute influence extérieure qui cacherait une forme d'impérialisme ou d'exploitation. Et c'est la preuve, du moins palpable, qu'ils se vouent et combattent pour le bien-être de leur population. Ce passage à Oyala est édifiant pour les journalistes. Mais le contact avec le président équato-guinéen lui-même est plus édifiant pour eux. En effet, après sa visite au chantier de la capitale africaine, la délégation du Conseil africain des médias regagne la ville de Bata. Et le lendemain, elle prend part à la cité des Sipopo, à la conférence de presse de Obiang Nguema, à laquelle assistent des membres de son cabinet et quelques ministres du gouvernement. Cet exercice a poussé le numéro 1 équato-guinéen à faire le bilan de l'histoire de son pays en marge de son 45e anniversaire d'indépendance.
Et au cours de cette conférence de presse, Obiang Nguema a exposé sa vision pour l'Afrique et a répondu aux questions brûlantes de l'actualité posées par les journalistes, notamment celles en rapport avec la CPI qu'il estime créée pour infliger l'humiliation aux Africains. Aussi, pour lui, la solution, c'est la création d'une cour pénale pour l'Afrique. Nous devons penser comme une seule personne. Nous avons dit que nous n'avons pas approuvé le tribunal pénal international. Je n'ai pas encore l'opinion de tous les dirigeants africains, mais je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut sortir de cette institution. La Guinée équatoriale ne fait pas partie du groupe de pays du tribunal pénal international. Mais nous l'avons rejeté à cause de l'humiliation qu'ils infligent aux pays africains. Par conséquent, ce journal est donc terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain à partir de 7h et à 19h. Mami Tambou sera là pour vous informer. Portez-vous bien et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.